Alors, première chose, sur la sortie de la Ve République, pour aller vers un régime plus parlementaire, qui est ce que j'ai compris, en tout cas, du programme de la France Insoumise. Qu'est-ce que le régime parlementaire? C'est précisément le régime qui existe en Allemagne, le régime qui existe en Espagne, au Royaume-Uni. Est-ce que c'est vraiment ça la grande révolution dont on rêve, un régime parlementaire où vous avez soit des grandes coalitions, comme c'est le cas en Allemagne, soit vous avez une alternance qui est finalement presque de parti unique. Et quand je dis ça, je sais très bien que c'est l'argument du Rassemblement national. Mais c'est vrai, ça se voit encore plus aux États-Unis, entre Kamala Harris et Donald Trump. Bon, la politique étrangère, elle ne va pas changer pour les peuples du monde. Et donc, c'est finalement de la com, la différence. Bon, je caricature un petit peu, il y a évidemment des petites différences qui peuvent faire des grosses différences pour certaines populations. Mais en tout cas, le régime parlementaire, comme le régime, celui que nous avons de la Ve République, comme d'ailleurs le régime présidentiel, ces trois formes de régime-là, on peut aller de l'un à l'autre et de l'autre à l'un sans cesse. C'est ce qu'on a fait au cours de notre histoire constitutionnelle. Bon, ça ne change pas fondamentalement les choses en matière de... ça ne résoudra pas, selon moi, la crise de la représentativité et la crise de la démocratie représentative qui est extrêmement profonde. Donc c'est la première chose sur le régime parlementaire. D'autant plus que si nous avons un régime parlementaire avec de la proportionnelle, nous risquons d'aller encore plus avant dans une crise d'ingouvernabilité avec justement des premiers ministres qui sont très éloignés du résultat des urnes. Voilà, avec des phénomènes, et on retombe dans le règne des partis, les phénomènes de coalition, les négociations pour les postes, négociations pour les portfolios ministériels, et in fine, je pense qu'on doit utiliser la crise que nous vivons pour essayer de dépasser ça et d'aller un petit peu plus loin. Sur la constituante, justement, si cette constituante, elle est libre, c'est-à-dire que si elle ouvre vraiment la voie à des réformes plus profondes que celle de juste aller vers un régime parlementaire, je pense que c'est évidemment urgent, c'est une excellente idée et c'est absolument ce qu'il faut faire. Par quelle voie? Alors je me souviens que l'une des propositions, c'était de passer par l'article 11 qui appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre. Alors il faudrait que... Donc ça suppose que Emmanuel Macron décide d'ouvrir la voie à une constituante, ce qui peut-être, pourquoi pas, est possible. Sinon, si on prend l'exemple du Chili ou de phénomènes constitutionnels récents, c'est d'abord une très forte mobilisation de la population. Et cette forte mobilisation, eh bien, il faut la lancer. Peut-être dans le sillage de la mobilisation pour la destitution d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce serait un moyen de faire pression pour ouvrir la voie à une constituante. Sachant que cette constituante, elle peut très bien avoir lieu en parallèle de nos institutions, mais si la mobilisation est suffisamment forte, alors elle aura une voie pour essayer de s'imposer, d'être prise ensuite par les parlementaires. Voilà, mais encore une fois, ce qui compte, c'est la discussion, et c'est le mouvement. Mais après, je voudrais mettre encore en garde contre un danger, encore une fois, sur le danger de transférer la politique vers le droit, c'est-à-dire d'inscrire dans le droit la politique. Qu'est-ce qui se passe quand on constitutionnalise ? Et surtout quand on a des phénomènes comme ça massifs de constituantes avec un très très large débat public, et ben on a tendance à vouloir tout mettre dans la Constitution, avoir la Constitution la plus détaillée, la plus complète, la plus progressiste possible. Et c'est un écueil souvent parce que dès qu'on constitutionnalise quelque chose, on le verrouille pour le futur,
dès qu'on constitutionnalise quelque chose, on le retire de la délibération publique, de la délibération politique, et on confie le pouvoir d'interprétation au juge constitutionnel. Donc on donne au juge constitutionnel le pouvoir du dernier mot sur tout. Donc plus on met de choses dans la Constitution, et plus on dessaisit le Parlement, et plus on donne le pouvoir au juge constitutionnel. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est lorsqu'il y a un référendum, si la Constitution est clivante, eh bien alors elle n'est pas adoptée. C'est ce qui s'est passé avec le Chili, une constitution très très progressiste, mais justement qui par la suite a été clivante. Alors Napoléon disait il faut qu'une constitution soit courte et obscure pour ne pas gêner l'action des gouvernants. On pourrait dire il faut qu'une constitution soit suffisamment flexible et suffisamment peut-être courte pour laisser au Parlement, si on est dans une démocratie représentative, ou pour laisser à d'autres espaces démocratiques, si on pense à un autre modèle, le soin de faire les lois et de faire des politiques publiques qui puissent évoluer sans être verrouillées par la génération précédente ou la génération d'il y a 50 ans, 60 ans, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Ve République. Justement, venons